Do you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. Bonjour à tous, je suis Jeanne d'Arc Mekwizogo. En cette journée inaugurale du plateau de tournage de l'Institut supérieur des sciences économiques, commerciales, de l'information et de la communication, le département de journalisme et métiers de la presse vous a préparé 4 éléments. Le premier retrace l'histoire de l'ISEC-IC, ses vicissitudes et ses moments de joie. Et par-dessus tout, le chemin tortueux et complexe qu'ont rencontré tous ceux qui se sont sacrifiés pour donner à notre pays en particulier et à l'Afrique en général une école digne et de qualité. Une présentation de Judith Akodjetan, Zola Jessica et Alogo Wilfried. Bonjour. Tout le plaisir est pour nous que de vous savoir un peu plus nombreux devant votre poste téléviseur. Dans ce plateau spécial sur ISEC Télévision, pour ce numéro dont l'intitulé s'affiche sur votre écran, est le bilan à mi-parcours de l'Institut que dirige avec maestria depuis plus de 20 années Monsieur Joseph Onva. Mais avant que de faire asseoir l'invité sur ce plateau, que j'ai le plaisir de vous présenter avec Jessica, Zola et Wilfried Alogo, regardons ce petit élément concocté par notre rédaction. L'Institut supérieur des sciences économiques, commerciales, de l'information et de la communication, ISEC-IC, est résolument ancré dans le système LMD, licence, master, doctorat, les 3 grands diplômes et grades universitaires. ISEC-IC pour les licences professionnelles forme dans les options suivantes: finance, comptabilité et développement, marketing, logistique et distribution, gestion des ressources humaines, qualité, hygiène, sécurité et environnement, aménagement, décentralisation et développement territorial, juriste d'entreprise, management des projets touristiques, informatique industrielle, administration des réseaux. Pour les masters professionnels en dehors des mêmes options que les licences professionnelles, vous avez également gestion des ressources humaines, banque, assurance et marchés financiers, marketing, logistique et distribution, microfinance et gestion des projets de développement, ingénierie financière et finance d'entreprise, audit et contrôle de gestion, qualité, hygiène, sécurité et environnement, juriste d'entreprise et journalisme. Bon à savoir, ISEC-IC vous prépare à entrer dans les grandes écoles scientifiques, dans l'univers de l'entreprise et le monde du travail. Nos contacts: 07 28 92 37 05 57 14 30. ISEC-IC vous évitera d'être un diplômé chômeur. Dans ce cas, le choix pour vous est clair. Après ce court moment de l'historique d'ISEC-IC, laissons le soin à notre invité de se présenter. Oui, bonjour, je suis Joseph Onva et je suis le directeur général de l'ISEC, l'Institut supérieur des sciences économiques, commerciales, de l'information et de la communication. Pour poursuivre cette information, je vais céder la parole à Jessica Azul. Merci Judith. Alors, Monsieur Mva, on aimerait bien savoir comment vous avez fait pour partir du fin fond du Vitam jusqu'en France. Ah, c'est long, du fin fond du Vitam. J'ai fait, moi, l'école primaire à Vitam dans mon village. Et j'ai eu le concours en classe 6e et je suis allé au collège évangélique de Vitam. En seconde, au lycée des 4e. Et j'ai fait la terminale dessus où j'ai eu un bac scientifique. J'ai eu une bourse en fait pour faire des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Mais arrivé en France, c'était déjà un peu tard, j'avais déjà un mois de retard. J'étais obligé de faire la faculté. Donc j'ai donc fait la faculté jusqu'à avoir un doctorat en physique et chimie des matériaux. Alors ça s'appelle très souvent sciences des ingénieurs. En fait, je dois enseigner les ingénieurs. Et bon, je dis pas malheureusement, mais le destin a voulu que j'enseigne les mathématiques à l'Institut de gestion. Très bien, monsieur. On aimerait également savoir quel impact a eu votre
vos études sur votre transformation actuelle? Bon, l'impact sur mes études, bon, c'est tout simplement parce que bon, ça a permis que je puisse quand même réaliser un certain nombre de choses. Par exemple, penser à aider le pays au niveau de l'éducation, à essayer de créer un institut de... À l'origine, c'était une polytechnique que je voulais créer, mais à cause des finances, du manque des finances, j'ai été obligé de m'orienter vers le tertiaire. Et d'abord vers le tertiaire, c'est actuellement qu'on essaye de diversifier les choses. Ah d'accord. Mais nous savons également que beaucoup d'universités en France ont essayé de vous retenir. Mais vous êtes revenu au Gabon. Pourquoi êtes-vous revenu alors que beaucoup de personnes aimeraient rester en Europe? Ah oui, mais je vais vous raconter une anecdote. D'abord, donc 2 jours après ma soutenance de thèse, il y a mon directeur de laboratoire qui m'a appelé, me disant qu'il faut que je signe un contrat de 5 ans. J'ai dit, bon, je vais réfléchir, et quand j'arrive à la maison, j'allume la télé, et c'est justement un disque de une chanson d'Akenenge qui passait. Alors là, la nostalgie m'a envahi, je me suis dit, non, je ne peux pas rester ici. Il faut que j'aille, mon pays a besoin de moi. Bon, j'ai donc pris la décision, malheureusement pour la proposition qui m'a été faite, le type avait été dessus. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas faire autrement. Merci bien, monsieur Mva, pour votre franchise. Merci. Après votre biographie, monsieur Amba, regardons à présent ce court élément de notre rédaction. Le département de journalisme d'ISEC-IC reçoit les passionnés des médias, décidés de faire carrière dans les métiers de l'audiovisuel, de la presse écrite et de la presse en ligne. En même temps que les cours théoriques, l'éthique et la déontologie, l'écriture radiophonique et télévisuelle, la technique des interviews, la fabrication des documentaires, des reportages équilibrés et le look vestimentaire des présentateurs, les journalistes en formation à l'ISEC-IC, encadrés par des professionnels reconnus en Afrique et dans le monde, présenteront dans des studios de télévision et de radio. Ils écriront dans les journaux de la place et en ligne. Le département de journalisme de ISEC-IC est le seul à Libreville à opter pour le style anglo-saxon, c'est-à-dire jumeler la pratique et la théorie pour atteindre la performance recherchée par les médias d'aujourd'hui. Le département de journalisme de ISEC-IC fera de vous des professionnels dont rêvent les médias des pays ouverts à la démocratie et à la bonne gouvernance. Les inscriptions sont ouvertes. Le journalisme dans toute son ampleur, c'est à ISEC-IC vers l'école normale supérieure. Maintenant, monsieur le directeur général, nous allons parler de votre institut supérieur des sciences économiques, commerciales, de l'information et de la communication. Et là, je vais céder la parole à monsieur Wilfried Alogo. C'est un plaisir de vous recevoir, monsieur le directeur général, sur notre plateau. Nous avons constaté qu'il y a un petit ISEC en dessous de ISEC. Pourquoi ce petit ISEC? Concrètement, c'est quoi ISEC? Bon, alors pourquoi ISEC? Je vais d'abord faire une petite histoire d'ISEC. Je disais tout à l'heure à l'origine, nous voulions créer une polytechnique. Une polytechnique, c'est quoi? C'est-à-dire un ensemble d'écoles à l'intérieur d'une polytechnique, ça c'est ce qui devait se faire, mais malheureusement c'est resté un problème financier, et le problème financier a fait en sorte qu'on s'oriente seulement dans le tertiaire qui coûte moins cher, donc on faisait de la gestion, et pour signer des partenariats, nous nous sommes déportés au Cameroun, à Yaoundé, et on a signé des partenariats avec un certain nombre d'universités à Yaoundé. Mais par chance, on s'est retrouvé dans le bureau du directeur général de l'ESTIC. L'ESTIC, c'est la grande école de journalisme de l'Afrique centrale. Oui. Bon, alors, on était là en train de discuter, il y a 2 enseignants qui sont rentrés dans le bureau, et le directeur général de leur poser la question, est-ce que le voyage s'est bien passé? Et ils ont dit non. Alors, celui qui était avec moi lui demande au directeur général qu'est-ce qui se passe. Ils sont allés où? Là, ils étaient en RCA. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que l'ESTIC avait été créé en tant qu'école pour recevoir peut-être une quarantaine d'étudiants.
mais à l'heure actuelle, c'est devenu pratiquement une faculté, c'est-à-dire une première année où on peut avoir plus de 700 étudiants. Alors, ils ont entrepris de décentraliser l'ESTIC. Alors, pour décentraliser l'ESTIC, ils sont d'abord allés à RCA. Là, ils ont été dessus. Et nous sommes, comme nous étions là, on a sauté sur l'occasion pour leur demander est-ce que vous avez été au Gabon. Alors, ils ont dit, ils ont cherché des assises au Gabon, ils ne trouvent pas des assises. Les assises, c'est quoi? C'est-à-dire une école qui pouvait les recevoir. Bon, nous, on a dit, mais nous sommes ISEC, on peut les recevoir. Donc, ça nous a obligés de refaire une semaine de travail avec eux, c'est-à-dire travailler les programmes, travailler à la fois le contenu des programmes, à la fois la logistique qu'on doit avoir, et signer des partenariats avec des enseignants. C'est ce qui s'est passé. Alors, si vous voyez, le logo a été changé par eux, parce qu'ils ont mis une petite une marque en bas, et le IC a été rajouté pour la création. IC, c'est information et communication, pour la création d'une école de journalisme des métiers de la presse. Et quand on est revenu d'ici, c'est vrai que les recommandations faites étaient difficiles à respecter, parce que nous étions toujours dans la même situation, la situation financière précaire, et nous nous sommes dit, bon, au lieu de faire comme eux, parce que nous ont exigé tout de suite avoir une télévision, tout de suite avoir une grande bibliothèque, et tout de suite avoir recevoir 80% d'enseignants qui nous revenaient du Cameroun. Alors nous, on s'est dit, on peut faire autrement, on peut créer et essayer de pas s'éloigner d'eux, mais essayer de faire autre chose que de ce qu'ils nous proposent aussi. D'accord. Voilà. On peut constater que monsieur Oumba a une vision très large. Alors, monsieur Oumba, nous constatons également aussi par rapport aux observateurs après une période faste qu'on aura l'impression que l'ISEC se fait oublier. Pourquoi? Bon, oublié par qui? Non, justement par les observateurs. Bon, alors ISEC ne se fait pas oublier. ISEC dans un monde où il y a une crise ardue, hein, il ne faut pas oublier que c'est une entreprise. Bon, la plupart des entreprises commettent des difficultés à l'heure actuelle et on se fait pas oublier. Bon, on se fait, si on parlait de quand même d'oubli, bon, on peut quand même dire qu'au niveau de l'État, on se fait oublier parce que l'État ne s'est jamais soucié de nous. Ça, je le dis sans recul, hein, c'est-à-dire nous avons toujours fait le chemin seul. Nous avons toujours sollicité que l'État nous aide, mais ça n'a jamais été le cas. Mais si c'est cet oubli, je suis d'accord. Mais on a quand même notre partenaire, tant bien que mal, mais il ne nous oublie pas. D'accord, monsieur Oumba apparaît ici comme un homme fort. Alors, monsieur Oumba, quelles sont vos perspectives justement pour votre institution? Bon, alors, les perspectives sont, on peut dire, on envisage de faire beaucoup de choses. Hein. Ça, il faut le dire. Nous sommes dans l'enseignement. Je l'ai dit. Le chapeau d'abord, c'est une polytechnique. Alors, la polytechnique veut qu'on crée des écoles à l'intérieur et nous sommes d'abord sur le journalisme. Vous savez, avec l'arrivée, l'image de la démocratie d'un certain nombre de pays comme le nôtre, ouais. Bon, alors il faudrait une presse forte. Hein, forcément, si la presse n'est pas forte, les choses n'iront pas mieux. Alors nous sommes dit qu'il vaut mieux créer une grande école de journalisme dans ce pays. Et nous tendons vers ça. Et nous avons, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons signé un partenariat avec l'ESTIC, mais nous sommes un peu, nous faisons un peu différemment d'eux, parce que nous avons embrassé le système anglo-saxon, alors qu'il veut que, au lieu de faire 3 mois de pratique après 3 ans de cours, mais nous voulons que nos étudiants, dès la première année, commencent la pratique et qu'ils soient opérationnels. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, quand je disais qu'on essaie de faire mieux que les autres, et on espère que le résultat sera concluant.
déjà, on voit quand même la première promotion sur le terrain. Et à ma connaissance, je pense qu'ils sont nettement appréciés parce qu'ils s'expriment valablement sur le terrain. Ouais. Bon, je vous remercie, monsieur le directeur général, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Monsieur le directeur, nous avons été heureux de vous recevoir et nous vous laissons maintenant à la latitude de dire un mot de fin. Bon, un mot de fin, je vais parler à l'endroit de l'État gabonais, à l'endroit des parents, à l'endroit de vous autres, à l'endroit des étudiants, à l'endroit de l'État gabonais, parce que je vois ce qui se passe un peu dans certains pays. Vous voyez, la plupart des écoles privées sont des écoles fortes. Et ils sont fortes pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'ils ont de l'argent, non. C'est tout simplement parce qu'ils sont épaulés par l'État. Et ils sont surveillés, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Bon, alors, nous sommes dans un pays sous-développé et nous voulons former nos jeunes et ça demande un coût. Et ailleurs, l'État s'en occupe, l'État essaie de... C'est vrai qu'on supplie aussi l'État, parce que l'État, dans une certaine mesure, doit s'occuper pratiquement de la formation, mais étant donné que l'État n'a pas tellement de moyens aussi pour le faire, mais les écoles privées supplient l'État, mais il faudrait aussi que cet État-là sache que ces gens-là ne le font pas pour les besoins financiers, mais tout simplement parce que c'est aussi pour développer le pays. Alors, nous constatons que l'État gabonais n'a jamais aidé, ne nous a jamais aidés. Nous avons fait des pieds et des grues en faisant des demandes par-ci par-là pour que nous puissions avancer en faisant des propositions, mais rien n'a été fait. Alors là, je lance un appel encore, si les gens me comprennent, s'ils peuvent me comprendre, pour dire que l'État ait un œil sur nous, pas sur ce qu'on peut gagner, mais sur ce qu'on doit faire pour ce pays. Alors donc, je reviens aussi sur les parents. Les parents, il y a certains qui sont coupés de la formation de leurs enfants. Alors je souhaiterais que certains parents prennent conscience de la réalité des choses. Alors investir sur son enfant, c'est vraiment le meilleur investissement qui soit dans la vie. Et il faudrait que le résultat aussi, ça je m'adresse maintenant à vous, aux étudiants, que le résultat soit concluant. Ne décevez pas vos étudiants, vos parents. Ne décevez pas non plus vos enseignants, parce que il faudrait prendre la responsabilité, parce que tout revient à vous. Si vous ne faites rien et que même si le parent investit, le résultat sera nul. Donc à vous, à l'État gabonais, aux parents, vous devriez prendre des responsabilités. Tout le plaisir a été pour nous de vous présenter ce plateau spécial. Sur ce, nous vous disons au revoir. Avec l'aide d'une équipe de professionnels et des multiples consultants des chaînes locales et internationales, les étudiants au département de journalisme d'ISEC-ICE ont tout ou presque tout pour rivaliser de talents aux plus grandes rédactions du monde. J'en ai extrapolé un peu, c'est juste pour que nous comprenions que le travail d'un journaliste est d'informer, c'est-à-dire de collecter, analyser, diffuser avec la même passion et rigueur que dans n'importe quelle station professionnelle du monde. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les titres. Célébrée tous les 3 ans, la journée mondiale de la liberté de la presse a enregistré un grand nombre de personnes à la maison Georges Ravary.
3 morts et des dégâts matériels importants, c'est le triste bilan du grave accident de la circulation dans le 6e arrondissement de Libreville. Bienvenue mesdames et messieurs. Véritable choc, le gouvernement gabonais déclare que selon une nouvelle étude, la viande et les volailles crues que nous achetons au supermarché sont peut-être beaucoup plus dangereuses pour notre santé. Énorme soulagement pour les Gabonais, certaines sources des informations viennent d'annoncer que le service chargé de la protection des poissons de la faune projette de capturer 4 condoms et tenter de lever ces animaux en captivité afin de les sauver de l'extinction. Comme je le disais au sommaire, la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée tous les 3 ans du mois de mai à travers le monde, théâtre de l'événement à Libreville, les acteurs des médias étaient réunis autour du thème « Les médias pour la démocratie, journalisme et élection en temps de désinformation ». Le reportage est de Abel Mundende. C'est conscient de la fragilité d'une presse libre et indépendante que les autorités de tutelle, les partenaires au développement et la majeure partie de la coopération au Gabon se sont retrouvés à l'auditorium de la maison Georges Rawiri pour les festivités liées à la célébration de la 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse sur le thème « Les médias pour la démocratie marqués par les enseignements pertinents sur les risques, les enjeux et le contexte, notamment numérique actuel, de l'exercice de la profession, comme a pu affirmer un révérend, tous les 3 ans, dans la période du 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse nous permet de célébrer les principes fondamentaux de celle-ci. L'édition 2019 de la Journée mondiale de la liberté de la presse aura été l'occasion pour les uns et les autres de rappeler aux différents acteurs du domaine combien de fois la tâche demeure ardue et pleine d'embûches. Nous restons dans les célébrations. Comme tous les 11 mai, la communauté Rasta célèbre les 38 ans du décès de l'icône du reggae Bob Marley. Restera à jamais éternel. Nous parlons également de la fête des pères qui a vu un grand nombre de personnes au boulevard Triomphal. Voilà ce qu'on est des célébrations. Le grave accident de la circulation dans le 6e arrondissement de la capitale a enregistré 3 morts. Le reportage est de Abel Mundende. Le terrible accident de la circulation au charbonnage dans le 1er arrondissement de Libreville a enregistré 3 morts, parmi lesquels un couple et une fillette de 4 mois. Après avoir essayé de dépasser un camion de sable roulant devant lui, le particulier renonce finalement et tente de se ranger derrière le camion pour éviter d'entrer en collision avec un véhicule roulant en sens inverse. Mais sa manœuvre tourne au drame, son véhicule percute violemment l'arrière du camion de sable avant de s'encastrer sur le poids lourd. Il a fallu près de 2 heures aux sapeurs-pompiers pour extraire le corps. Quant au chauffeur du camion, il s'en est sorti avec quelques blessures et a été conduit d'urgence à l'hôpital. Hors du pays, en Californie, les avocats chargés de la défense de l'ancien membre du conseil d'administration, accusé d'avoir tué le maire de la ville, ont l'intention de contester la constitutionnalité de certains articles d'une loi qui vient de voter l'État sur la peine de mort. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Prochaine actualité, Léa Bifal. Le journalisme est l'acte d'informer, c'est-à-dire collecter, sélectionner et vérifier l'information. Définie ainsi, cette science complexe a l'air a priori facile et pourtant, depuis la nuit des temps, l'histoire de la presse nous apprend que, dans le souci d'informer et d'être informé, des millions de personnes ont perdu la vie. Aujourd'hui encore, le journalisme en Afrique en général et au Gabon en particulier est une véritable sinécure depuis les années des indépendances. Regardons ce plateau présenté par Erika Assélé et Crystal Magnagna. Bonjour
Bonjour et bienvenue sur ce deuxième plateau d'ISEC TV. Aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité qui est Monsieur Paul Badinga Matiendi. Bienvenue à vous. Merci. Notre émission va s'articuler sur 3 grands points, à savoir le journalisme au Gabon durant le parti unique, c'est-à-dire avant 1990. Le journalisme au Gabon après 1990 et enfin l'évolution des médias au Gabon. Je serai accompagnée de Christelle Manoni. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Anseli. Brièvement, qui est Paul Badinga Matiendi? Paul Badinga Matiendi a aujourd'hui dépassé la soixantaine. Il est journaliste. Il a presque au total 40 ans de pratique journalistique. Il a été, comme beaucoup de jeunes, dans un certain nombre de structures étatiques. J'ai commencé à la RTG chaîne 1 comme reporter, en chef de service, directeur adjoint. Je suis allé jusqu'à la plus haute marche de la maison, donc j'ai été directeur général de la RTG chaîne 1. J'ai été aussi plusieurs fois conseiller d'hommes politiques gabonais et j'ai eu une expérience internationale. J'ai été pendant 11 ans exactement conseiller en communication à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, donc la CEMAC à Bangui, en République centrafricaine. Donc c'est presque 40 ans de pratique journalistique. Voilà un peu le parcours de Paul Badinga Matiendi. Entre 1968 et 1990, les journalistes gabonais étaient formés au Centre universitaire des sciences politiques et du développement, CUSPOD, et à l'extérieur. Peut-on parler de journalisme proprement dit? Bon, vous avez, vous, volontairement choisi de commencer par l'année 1968. Mais sachez que la pratique journalistique au Gabon date de longtemps, bien avant l'indépendance. Le Gabon a connu de très grandes plumes qui exerçaient à l'extérieur du Gabon, notamment au Sénégal. Certains exerçaient en France. Vous avez eu, par exemple, au Sénégal, Big Man. Vous avez eu également un nom très célèbre, Anjumba, qui travaillait à Jeune Afrique dans au cours des premières années de Jeune Afrique. Il était rédacteur en chef à l'époque, Anjumba. Donc, il n'y a pas eu, le journalisme n'a pas commencé en 1968. Nous avons eu des dévanciers et des gens de très très grande qualité professionnelle, j'entends. Donc, vous prenez 68, disons qu'en 68, il y a eu le CUSPOD, mais au-delà, en dehors du CUSPOD, des Gabonais étaient formés également ailleurs. Il y a eu des Gabonais qui ont été formés à Lille, d'autres à Strasbourg, d'autres même à Paris. Certains ont été formés à Dakar, à l'Estic, à Dakar. D'autres étaient formés au Cameroun, donc à l'ECJ à l'époque. D'ailleurs, l'un des directeurs de cette école-là, Hervé Bourges, vient de nous quitter et nous saluons sa mémoire à cette occasion. Merci, Monsieur Paul Badinga. Durant cette période, il nous est rapporté que plusieurs ministres en charge de la communication s'autoproclamaient directeurs de rédaction de l'information dans les médias d'État. De quoi s'agit-il exactement? Non, vous avez pris un raccourci. Il s'agissait là du journalisme pendant la période du parti unique. Certains responsables de la communication, de l'information à l'époque, c'est ce qu'on disait, venaient veiller au grain. Les ministres venaient dans les salles de rédaction, lisaient les textes des journalistes, ce qui ne plaisait pas toujours aux professionnels. Et d'ailleurs, beaucoup leur jouaient des tours, on leur présentait de faux textes, ils les corrigeaient, et les textes qui passaient à l'antenne, et en fait, ils ne les voyaient pas, ils les découvraient comme tout le monde, en suivant tout simplement le journal télévisé. Bon, disons qu'ils veillaient au grain. Mais il ne s'autoproclamait pas rédacteur en chef ou directeur. Et puis beaucoup aussi ont compris que ce n'était pas une très bonne méthode que d'être derrière des journalistes. Vous voyez, les journalistes, surtout des journalistes bien formés, n'ont pas besoin d'avoir des gens derrière. Il faut leur donner l'occasion d'exercer comme il se doit leur profession. Mais vous avez exagéré, il ne s'autoproclamait pas directeur. Pour ajouter, Monsieur Paul Badinga, dans cette façon de faire, peut-on parler de liberté
Où était donc alors la liberté du journalisme? Ah, vous savez, ça, la liberté de la presse, vous savez, ce débat, nous ne l'arrêterons jamais. On le posera chaque fois qu'il sera question de la presse. Jusqu'où sont-ils libres, les journalistes? Oui, je dirais oui. Mais vous savez, dans l'exercice, justement, dans la pratique du métier, il faudrait ajouter à la liberté la responsabilité. Parce que vous avez dans votre voix, dans vos mains, quand vous écrivez, une lourde responsabilité. Et c'est pour ça que ce mot, il faudrait le prendre en tenant compte de toute sa dimension et surtout de tout son poids. Était-il libre? Je dirais oui. Moi, pendant toute cette période, il ne m'est jamais arrivé de faire un texte parce qu'on me le dictait. Ce n'était jamais arrivé. Bon, c'est vrai que dans ce métier aussi, quand les hommes politiques ne sont pas très contents, ils n'apprécient pas toujours ce que vous faites. Mais je dis, cette liberté-là, c'est un outil qu'il faut manier avec beaucoup de délicatesse. Même aux États-Unis, le problème est posé. Sont-ils libres? Je dirais oui. Mais vous êtes libre en tenant compte aussi de la ligne éditoriale de votre journal. Vous voyez, vous travaillez dans un organe de presse qui a une vision particulière, qui traite l'information d'une certaine... Je ne dis pas qui déforme l'information, mais qui traite l'information d'une façon particulière. Eh bien, vous êtes conforme à cette vision-là. Mais vous êtes libre. Vous êtes libre. Et alors, quels avantages présentaient alors ces journalistes? Alors, les avantages, je sais pas, il n'y avait pas beaucoup d'avantages matériels. Mais ce qui était vrai, c'est que dans tous les milieux, les gens vous reconnaissaient comme journaliste, certains automatiquement vous appréciaient et vous le disiez aussi. Ça peut être considéré comme un avantage non négligeable. Mais les journalistes, quand vous êtes journaliste dans une structure d'État, vous êtes fonctionnaire, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc vous êtes payé en tenant compte de la grille étatique de la fonction publique. Merci. Nous allons maintenant rentrer au deuxième grand point de cette interview sur le journalisme au Gabon après 1990. Depuis 1990, le Gabon, à l'instar des pays francophones de l'Afrique noire, a choisi la démocratie comme mode de gestion étatique. Ce choix s'est matérialisé par l'organisation de la conférence nationale qui a conduit à la libéralisation de la parole et donc de la démocratie, synonyme de liberté de la presse. Depuis cette date jusqu'à ce jour, 30 ans se sont écoulés. Qu'en est-il réellement de la liberté de la presse au Gabon? Est-elle un mythe ou une réalité? L'avantage de ce qui s'est passé après la conférence nationale, c'est la diversité des titres. Au sortir de la conférence nationale, il y a eu un certain nombre de journaux. Mais malheureusement, la réalité, c'est que ces journaux avaient comme sponsor des hommes politiques. Donc, les journalistes qui y travaillaient pour eux. Donc, là aussi, on ne peut pas parler de liberté en tant que telle. Ils étaient dans une certaine ligne et il n'y avait qu'à regarder les journaux. On voyait des journaux qui s'attaquaient, ou les hommes politiques qui s'attaquaient par l'intermédiaire, justement, des journalistes. Bon, il faut dire aussi que depuis ce temps-là, des journaux ont disparu. Il y en a, les titres ont disparu, et les journaux, il y en a très peu. Ça, c'est dommage. Pour la vie démocratique d'un pays, la presse est essentielle. Et cette presse doit être libre. Mais cette presse aussi, et je crois que c'est le rôle de l'État, l'État doit faire en sorte que la presse soit sponsorisée, subventionnée, mais la subvention ne veut pas dire, ou ne devrait pas vouloir dire que cette presse doit être à la botte des hommes politiques. Il faut laisser des journalistes aussi avoir leurs médias. Parce que si ces journaux sont contrôlés, financés par des hommes politiques, la tentation est grande. Lors d'une campagne électorale, la tentation est très grande de dire à un journaliste « Parlez du bien de moi pour que je sois élu ». Et malheureusement, notre presse a un peu péché de ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup de journaux qui appartiennent aux journalistes. Alors là, de ce côté, malheureusement,
la presse n'a pas joué grandement son rôle. Vous avez parlé avant 1968, et dans cette période de 1968 à 90, il y a eu le monoparti, et après, il y a eu multiparti. Donc, c'est-à-dire une presse qui a fini par se détacher. Donc, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans le journalisme? Vous savez, avant avant la conférence nationale, avant 90, il n'y avait pas beaucoup de titres. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes de radio et de télévision. Donc, dans la réalité, les gens n'avaient pas beaucoup de choix. Mais après 90, il y a eu une explosion de la presse. Les gens, du moins les lecteurs, les téléspectateurs et les auditeurs, ont eu le choix. Et ils ont aussi, en écoutant les radios, en regardant les télévisions et en lisant les journaux, établi ils ont eux-mêmes eu à faire des tableaux comparatifs. Vous voyez, qu'est-ce qui a changé? C'est déjà la qualité. C'est-à-dire, on pouvait, le même article écrit par tel ou tel, pouvait être jugé de façon différente par le lecteur. Vous voyez? Donc ça déjà, les journalistes étaient, ils le savaient eux-mêmes, ils étaient en compétition. Donc pour le lecteur, c'était une bonne chose parce qu'il avait là un traitement varié de l'information. Ça a été une très bonne chose, après la conférence nationale. Mais j'avoue que, malheureusement, cela ne s'est pas accentué. Et aujourd'hui, notre presse fait du surplace, à l'exception de 2-3 titres qui tiennent le bon bout, mais la presse est encore, j'allais dire, abreuvée par les hommes politiques qui, à la limite, même dictent les articles aux journalistes. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Et alors, comment dissocier la politique et le journalisme? Pourquoi les dissocier d'abord? Disons que le journalisme se sert de la politique aussi comme sujet, n'est-ce pas? Mais ce que le journaliste doit faire, c'est ne pas se prendre lui pour un homme politique. Vous voyez? Il faut qu'il ait suffisamment de détachement par rapport à la politique pour en parler avec objectivité. Suffisamment d'objectivité. Donc, je ne vais pas, moi, dire aux journalistes de ne pas parler de politique, c'est un sujet comme les autres, mais il faut en parler avec suffisamment d'objectivité. Ça veut dire que l'information doit être traitée de façon équilibrée. Donner la parole à tous les acteurs et presque de la même manière. Vous voyez? Et là, on peut prétendre traiter une information de façon correcte. Peut-on dire que l'avènement de la démocratie politique et des médias n'a pratiquement rien changé dans le journalisme à proprement dit, malgré les changements de code de la communication au Gabon? Bon, pour être franc, vous savez, avant la démocratie, la conférence nationale, le Gabon était, j'allais dire, un modèle en matière de communication et de journalisme. Mais force est de constater aujourd'hui que le recul est évident. Quand vous regardez les télévisions africaines, je ne veux pas les citer, mais on peut les citer, tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ont eu la télévision après nous démontrent aujourd'hui que nous tenons la queue du peloton des pays ayant eu la télévision. Et pourtant, en 1963, le Gabon a été l'un des premiers pays d'Afrique noire à avoir eu la télévision en même temps que la République centrafricaine. Mais aujourd'hui, notre télévision n'est pas une télévision de qualité. Il y a des pays qui font nettement mieux que nous. Tout simplement parce que les gens ont compris que la télévision, c'est mettre des moyens, beaucoup de moyens, et laisser les gens faire le travail de façon professionnelle. Et puis, je crois aussi dans le choix des hommes. Prenons les meilleurs d'entre nous. Vous voyez, ça c'est important. Vous ne pouvez pas confier une chaîne de télévision à un bras cassé de la télévision. Il y a des gens qui ont fait leurs preuves, il y a des jeunes qui sont là, il faut leur confier, il faut leur faire confiance et leur confier ces instruments-là. Parce que, malheureusement, la télévision est un élément qui représente aussi le Gabon. Quand les gens viennent ici, la première chose qu'ils font dans les hôtels, c'est mettre la télévision en marche. Et ils jugent la qualité du développement du Gabon par les images qu'ils voient à la télévision. Vous voyez? Donc, je peux dire que notre télévision, elle ne fait pas du surplace, elle est en régression totale. Nous rentrons maintenant au dernier grand point de cette interview sur l'évolution des médias.
quel bilan faites-vous des programmes de chaînes publiques au Gabon? Vous savez, la télévision doit être le reflet de la vie sociale au Gabon. Si votre télévision se détourne de la réalité du pays, forcément, elle ne sera pas suivie. Et la télévision, c'est, vous savez, vous avez opté pour le multipartisme et l'apprentissage de la démocratie. Mais la démocratie, c'est une opposition, un pouvoir et une société civile. Mais si votre télévision n'est que la caisse de résonance de ce que fait le pouvoir, évidemment, une partie des Gabonais va se détourner d'elle et va regarder autre chose. Cette partie va regarder d'autres télévisions qui essaient de montrer des images complètes de leur société. Et c'est pour cela le divorce entre les Gabonais et la télévision et notre télévision, mais découle de cela, du traitement de l'information. Les opposants ou les oppositions tiennent des meetings, des réunions, on ne les voit pas. Vous voyez? Je crois que ça devrait être un pari que devrait relever le ministère de la Communication. Et c'est ça, vous avez choisi la démocratie, mais c'est ça le jeu démocratique. Vous voyez? Les gens sont aujourd'hui étonnés de constater que les Gabonais ne regardent pas leur télévision. Pourquoi ils ne la regardent pas? Parce que la télévision n'a choisi que de traiter une partie de l'actualité gabonaise. C'est tout. Alors, donc, nous rentrons dans cette question sur le désintéressement des spectateurs des chaînes d'État. Donc, vous avez répondu, ça se justifie parce que la télévision est en régression et vous confirmez cela. Mais non seulement elle est en régression, la télévision est le porte-étendard, malheureusement, d'une partie, vous voyez, du Gabon. Et bien évidemment, l'autre partie ne la regarde pas. Et dans ces faits, quel peut être le danger potentiel de ce désintéressement? Ah, vous savez que la télévision est porteur de culture, n'est-ce pas? Si des Gabonais ne regardent plus leur télévision, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se détourner de la réalité gabonaise. Ils vont regarder d'autres télévisions. Ça veut dire que les Gabonais auront plutôt jugeront le Gabon à partir d'autres éléments, mais des éléments venus de l'extérieur. Donc ça, c'est un danger et progressivement, vous allez assister à la dégabonisation, passez-moi le mot, des Gabonais. Donc vous aurez des Gabonais qui réfléchiront plutôt, qui auront les réactions de telle ou de telle nationalité, et vous n'aurez plus des Gabonais authentiques. Parce que ces Gabonais ne suivront pas la réalité de leur pays à travers, justement, les médias gabonais, j'entends. Est-ce que le nombre important des médias est synonyme de qualité des médias? En principe, oui. En principe. Mais ça peut ne pas être forcément le cas. Si, pour avoir la qualité, il faut former. Il faut former. Et quand vous prenez la décision de ne pas former, je dis que c'est une décision grave. Il faut former. Parce que la qualité, on ne l'invente pas. Vous voyez, c'est un métier qui s'apprend et il faut bien l'apprendre. Et je dis d'ailleurs que l'État a la responsabilité de subventionner tous ceux qui, puisque nous parlons du journalisme, de tous ceux qui font l'effort de former. Nous sommes ici dans un studio qui a été mis sur pied par un Gabonais. Mais je pense que le ministre de la Communication ou ceux qui s'occupent de la communication devraient venir voir ce studio, voir l'effort fait, parce qu'il est fait en direction du Gabon, en direction des Gabonais, et cet effort doit être soutenu. C'est pour cela que des subventions devraient pouvoir être données aux gens qui s'intéressent au développement du Gabon, parce que pensez, croyez-moi, le développement passe aussi par la bonne communication. Nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau plateau spécial. Bonsoir. Je ne saurais prendre congé de vous sans vous présenter quelques-unes des émissions phares que vous aurez sous peu dans vos chaînes de télévision. Bonsoir, je suis Crédine Angela. Je vais vous présenter Le Saviez-vous. Dans le but de faire découvrir Le Saviez-vous avec un air satirique traitera des sujets d'actualité, alors que l'information de l'heure soit politique, économique, sociale, culturelle, sportive,
Bref, j'aurai le plaisir de le décrypter. Bonjour, je suis Antoine Kogo Jessica. Je vais vous présenter Gabetni. Gabetni, c'est une émission à caractère socio-culturel. C'est une plateforme libre pour tous. Elle consiste à montrer la diversité ethnique au Gabon en valorisant toutes les ethnies. Bonjour, je suis Erika Sellé et je vais vous présenter Ce qui fâche. Invités à s'exprimer et échanger sur des sujets percutants et brûlants de l'actualité, les invités auront également droit à montrer une autre facette d'eux que les téléspectateurs découvriront au cours de l'émission. Bonjour, je suis Jessica Badouma. Je vais vous présenter Sensationnel, une émission qui retrace le parcours exceptionnel arpenté par des femmes fortes et battantes qui ont su se créer un empire par leur détermination, leur patience et leur persévérance. Bonjour, je suis Christelle Maniania. Je vais vous présenter votre émission À vous la parole. À vous la parole est un plateau ouvert à tout individu permettant de s'exprimer sur des thématiques diverses telles que la délinquance juvénile, la violence en milieu académique et les grossesses précoces. Je vous dis à très bientôt. Parlons sport, une émission de 60 minutes qui vous sera diffusée chaque samedi dès 16h30, vous parlera de toutes les disciplines sportives pratiquées dans le monde. Je suis Joyce Pombo et je vous dis à bientôt. Bonsoir, je m'appelle Mouissi Binga Sophie Gloria Rêve. Je vais vous présenter La Femme africaine. Cette émission consistera à mettre en évidence les qualités et les valeurs de celle-ci, tout en donnant bien sûr le portrait et la description de la femme en Afrique. Surface d'actu est votre rendez-vous hebdomadaire qui traite essentiellement de l'actualité. Pendant 90 minutes, nos experts analyseront, commenteront et décrypteront pour votre plus grand bien la quintessence de l'actualité nationale et internationale. Bonjour, je suis Jeanne d'Arc Mekwizogo. Bienvenue sur l'émission Enviromag. Enviromag est un plateau qui consiste à parler de l'homme et son environnement, sa nature, son comportement dans cet environnement. Enviromag, c'est la sonnette d'alarme de notre planète à l'heure de la destruction de la couche d'ozone, du dérèglement climatique et de ses multiples conséquences. Avec Enviromag, nous allons apprendre et réapprendre à comprendre les battements de cœur de notre planète. Bonsoir. Le Job est une émission d'employabilité au Gabon. Les types d'emploi, le mode d'emploi, les qualités d'emploi. Pendant 45 minutes, nous découvrirons le monde complexe et tentaculaire du travail, la production et l'entrepreneuriat. Le Job vous sera présenté par moi, Ayo Pacheli, tous les vendredis à 21h. J'ai eu le plaisir de vous présenter ce magazine spécial d'ISEC. Passez un très bon moment parmi nous. Au revoir.